Alors d'abord, la préparation, c'est parce que rien n'est improvisation. Quand on improvise, c'est la porte ouverte à tous les dangers. La compréhension de l'adversaire, c'est de dire, si j'étais à sa place, comment est-ce que je ferais ? Eh bien, tu commences à avancer dans les modes qui sont les modes opératoires qui te sont propres. Quand les Twin Towers se sont effondrés, tout le monde a dit, mais comment ils n'ont pas compris ? Il y en a qui se formaient à gauche et à droite, à piloter des avions, etc. Il y avait des signaux faibles. Mais ils n'avaient pas la sensibilité de capteur pour que ça allume des petites lampes et dire attention à ces signaux faibles. La guerre du temps, c'est pas forcément de dire on fait tout plus vite. La guerre du temps, ça peut être aussi je veux que ça traîne parce que j'ai besoin de un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes, donc c'est moi qui imprime le déroulé. L'instructeur au début nous avait dit il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Donc quand tu fais des trucs en vitesse, c'est là où tu dois prendre ton temps pour le faire, et plus tu seras habitué à le faire, et plus tu iras vite. Que ce soit l'entreprise ou que ce soit une unité, je veux dire, on a fait la mission, mais demain il y en a une autre. Alors, on a parlé de différents sujets. Il y a un mot qui revient toujours, rétex. Alors, pour moi, simple civil, un rétex, c'était un retour d'expérience en se disant, OK, pourquoi est-ce qu'on a perdu? Et qu'est-ce qui n'a pas été? Et puis, plusieurs fois, on a échangé ensemble. En fait, ça s'arrête pas qu'à ça. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un rétex et l'importance que ça peut avoir? Alors, c'est fondamental le rétex. Alors, la première des choses, de dire, quand on parle de rétex, je garde toujours à l'esprit cette phrase. C'est pas parce que ça s'est bien fini qu'on a bien fait. Bon, ça s'est peut-être bien fini, mais on est peut-être passé tout près de l'échec. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, le rétex, c'est l'évolution d'une structure. C'est-à-dire que le GIGN, par exemple, a plus de 50 ans d'existence. Chacun amène une pierre. On ne reconstruit pas un mur tous les jours. Mais les premiers ont construit et ont mis des pierres, et les pierres servent à ceux qui suivent. Et pour que ça serve, il faut qu'il y ait véritablement une culture du rétex. Alors, la culture du rétex, elle est basée sur deux choses. La première, c'est la compréhension de ce qui s'est passé, bien comprendre ce qui s'est passé. Et la deuxième, c'est de dire, à partir de ce qui s'est passé, quels enseignements vais-je en tirer pour les décliner en action. Donc la première chose, c'est de dire, que s'est-il passé ? Alors, ça a l'air stupide de dire que s'est-il passé ? Ben, je sais, j'étais là. Bah oui. Non. Quand tu as des crises de haute intensité avec des mouvements très forts, par exemple, tu vas rentrer dans un appartement où il y a des personnes, tu fais sauter la porte à l'explosif, tu rentres. Donc tout ça, ça se fait dans des fractions de secondes, avec une très forte intensité, une très forte concentration. Si tu ne refais pas à chaud un premier débriefing en disant chronologiquement que s'est-il passé, la mémoire est fugace et tu risques d'oublier des choses. Je me souviens toujours de quelqu'un qui ne s'était pas rendu compte qu'il avait marché sur un corps. OK. Parce qu'il était tellement Avec l'adrénaline. obnubilé qu'il fallait qu'il arrive dans la chambre où était la personne à interpeller, que en fait, il est allé conditionner. Donc la première chose, c'est chronologiquement de dire aux gens qu'est-ce que s'est-il passé pendant ces moments intenses. Alors ça remonte avant, hein. On va faire dans la préparation, dans la mise en place, dans l'action, etc. Ça c'est très important parce que là tu arrives à faire un à chaud, et là c'est important, à chaud, un débriefing qui est un débriefing chronologique. C'est-à-dire au top à 0,0, il se passe ça. Le premier à 0,2, qu'est-ce que tu as, etc. Et on va faire un débriefing à chaud. Et vous le faites comment, ça? Il y a un observateur? Généralement, ça se fait de manière... on se retrouve tous dans une pièce et on discute juste après. OK. Donc c'est à chaud. Et après, tu as le débriefing à froid, qui est un débriefing thématique.
Tu vas prendre phase par phase en te disant, est-ce qu'on a été bon? Par exemple, tu utilises l'explosif, est-ce que l'explosif a bien marché? Est-ce que j'aurais dû en mettre plus? Est-ce que j'aurais dû en mettre moins? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que l'effet de souffle n'a pas ouvert la porte du voisin? Enfin, des tas de choses qui font que tu vas te poser des questions. En te posant ces questions sur des thématiques, et en plus là, ce ne sont plus uniquement les gens qui étaient dans l'opération, mais tu peux faire appel à d'autres expertises internes. À dire, par exemple, l'expert en explosif, tu n'étais pas sur l'opération, mais est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On va parler d'explosif. Et là, tu rentres dans une nouvelle chose qui est l'exploitation thématique. Et donc, à partir de te rapprocher du plus de la réalité, c'est le chronologique, tu vas faire de la thématique pour essayer d'identifier où tu as été bon, où tu n'as pas été bon. Et normalement, quand le rétex est fini, tu dois dire, ok, on va modifier de l'équipement, on va modifier de la tactique, et on va modifier de la formation. Ok. Et quand tu as fait ça, tu dis, ok, mon rétex est bon, et on repart dans cette espèce de boucle vertueuse de préparation, d'opération, de rétex, et on repart. Et c'est ce qui fait que, année après année, le mur monte, et tout en étant très solide. Et comment tu fais, par exemple, tu vois, quand tu vas faire des rétex en entreprise, pour lutter en fait contre l'ego, parce que quand ça a marché, tout le monde veut voler au secours de la victoire. Alors, voler au secours de la victoire, c'est bien, mais là, c'est éviter la catastrophe. Donc, la première chose, c'est au GGN, on apprend tout petit, c'est-à-dire au début de la formation, à commencer à faire du débriefing. Il s'est passé ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu commences par dire toi-même ce que toi t'imagines que tu as mal fait, avant de commencer à dire et toi t'as aussi mal fait ça. D'accord. Il faut être capable de dire j'ai mal fait et tu as mal fait. Faut pas dire juste j'ai mal fait ou juste tu as mal fait. Donc oui, il y a de l'ego, mais de toute façon, c'est très très rare où quand tu as fini, hein, ça, tu le sais mieux que moi dans le monde de l'entreprise, où tu dis putain on a été impeccable du début à la fin, zéro faute. Ça n'existe pas zéro faute. Il y a toujours des bricoles. Alors la bricole, elle n'est pas devenue grave au point que ça amène à l'échec ou que ça complexifie le déroulé de l'action de l'entreprise. Mais tu te dis, si on refait, là, ça pourrait dégénérer. Donc c'est là où il faut que les gens apprennent à... Alors il y a de la forme aussi. Hein. Si dans le débriefing, tu commences à dire, toi, tu as été nul, pauvre con, l'autre, il ferme les écoutilles, il n'écoute plus rien. Oui, c'est fini, mais c'est pas Donc la forme ne doit pas polluer le fond. Mais néanmoins, le fond doit apparaître. Si tu penses que c'est pas bon, il faut le dire parce que après, c'est peut-être une vision subjective et on va te montrer qu'en fait, c'était pas si mauvais que ça. Mais généralement, il vaut mieux l'enrichir d'éléments contradictoires que de bénédictions en disant c'est formidable, tout a bien marché. Une des problèmes, enfin, je comprends de ce que tu dis, c'est qu'en fait, si tu fais pas de rétexte, t'es condamné à jouer toujours le même film. Tu progresses pas. Tu On revient au progresses pas mur. au final, ouais. Ton mur, à chaque fois, tu réinventes l'eau chaude et tu as de la chance si ton mur se casse pas la gueule. Donc, si tu veux profiter du mur que ceux avant toi ont fait, fais des rétextes, ça te permettra de monter ton mur. Même en cas de victoire. Surtout en cas de victoire. Surtout en cas de victoire, ouais. Tu te poses généralement la question en cas de défaite, parce que tu dis, on a perdu, pourquoi on a perdu? Tu te poses généralement la réaction en disant, pourquoi on a failli perdre et pourquoi on a gagné. Et c'est important parce que c'est vrai que je l'ai vécu, moi, par le passé. C'est quand ça marche, tu te poses pas la question de pourquoi ça marche. Jamais. Tu penses que le plan est parfait et que tout va bien. Alors qu'en fait, ça peut marcher pour des raisons externes ou des raisons non identifiées. Mais ce n'est pas forcément l'organisation, la stratégie que tu as mis en place qui a fait que ça marchait. Et puis au moment où tu prends cette droite en plein menton, là d'un coup, tu vois qu'en fait, non, ça marchait pas pour les bonnes raisons. Ça marchait pour d'autres raisons. Et comment tu fais pour détecter ça? Je pense que après, c'est à la fois l'expérience individuelle et l'expérience collective cumulées qui font que tu dis il vaut mieux évoluer vers telle chose.
Et après, il faut déjà avoir, de l'humilité et dire ce que j'écris n'est pas écrit dans le marbre. C'est-à-dire que, ben, on revient à la fameuse adaptation. Si demain ça s'avère pas bon, ben, ok, on modifie. Je veux dire, il n'y a rien qui est immuable. Parce que ça serait hyper dangereux de dire, il n'y a qu'une solution et c'est celle-là. On revient à ce qu'on disait, ça ne passera jamais comme tu as prévu. Et dans le monde de l'entreprise, par exemple, tu vois, la phrase de dire, OK, j'ai mal fait, ou je pense que j'aurais peut-être pu faire ça mieux. Tu sais que tu vas l'entendre très rarement parce qu'en fait, ça peut être punitif en fonction des cultures. Mm. Ça peut être, tu vois, comme une sorte de, je reconnais que je ne fais pas bien mon travail. Et les gens vont avoir tendance à pas forcément le dire. Comment tu peux le gérer en entreprise, cette partie-là? Entre les gens qui vont dire, j'ai été génial, on a gagné grâce à moi, le concurrent a été nul, le client, j'ai tout compris de ce qu'il disait, ou j'ai été mauvais. Comment tu fais pour... Surtout dans le cas de victoire, le rétexte doit quand même aussi dire, on a gagné. Le rétexte, c'est pas, ouais, on n'a pas été bon. Donc le rétexte, c'est de dire, c'est pas parce que c'est bien fini qu'on a bien fait, mais il y a une partie qui a bien fait puisqu'on a bien fini. Donc il y a aussi du satisfecit. Tu ne peux pas mettre des interrogations si tu ne délivres pas des satisfecit. L'être humain est ainsi fait qu'il adore le satisfecit et il adore la reconnaissance. Donc reconnaissons ce qui est bien fait. Et dans ce qui est mal fait, évitons la personnalisation, ça tu le sais bien, la personnalisation de l'accusation et la formalisation blessante. C'est ce qui fait que ça gêne. Parce que généralement, quand tu dis à quelqu'un est-ce que tu penses que ça s'est bien passé, 80% des gens sont plus durs envers eux-mêmes que toi tu ne le seras. Si tu les laisses tout seuls en train de dire Ouais, tout à fait. qu'est-ce que tu en penses. Donc il ne faut pas les amener à se braquer simplement parce que leur amour-propre a été touché. Donc il y a de la reconnaissance, surtout quand ça gagne. 2, même quand c'est mauvais, il y a de la reconnaissance parce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné. Et 3, évite de cibler les gens personnellement ou de les humilier et de façon à ce que les autres après se disent oh, j'ai pas envie que ce soit mon tour demain. Et puis tout le monde se tait. Oui, et puis après, au final, et ça serait le pire des rétextes, c'est les rétextes silencieux. Est-ce que vous avez t'as un cadre que tu pourrais recommander avec des questions à suivre ou ça va dépendre vraiment de... Après, il n'y a pas de cadre. Ce qu'il y avait, c'était le débriefing à chaud et le débriefing à froid. Et le débriefing à froid était un débriefing thématique. Donc sur le débriefing thématique, dans l'entreprise, c'est la même chose, quoi. Tu regardes dans l'action, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est l'avant-vente? Oui, voilà, ouais. Est-ce que c'est le commercial? Est-ce que c'est etc., etc. Tu regardes. Et après, à quel moment il y a eu un grain de sable et après, tu étudies le grain de sable et de savoir, c'est pas de dire il y a eu un grain de sable, c'est de dire comment on va faire pour que demain il n'y ait pas de grain de sable. Il y a un exercice que j'aime bien faire, le avant-après. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'on va gagner? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas gagner? Et après, en rétexte, de se dire, OK, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? Et qu'est-ce qui a fait qu'on aurait pu ne pas gagner? Et de comparer, tu vois, en fait, ce que tu pensais avant et ce que tu pensais après. Ouais. Ah, tu risques de te faire peur plus souvent. Ça fait peur des fois, ouais. Mais bon, quand tu es en mode de volatilité et incertitude, il y a un moment... C'est ça, il faut... Après, c'est quelle est ta faculté d'adaptation? Parce qu'une fois que tu te dis... c'est de dire jusqu'où je peux bouger les lignes sans tout faire bouger. Oui, exact. Oui, là, on parle en fait de la partie stratégique. Ça fait une très bonne transition.